Le monde a changé. Désormais, les gens révèlent bien plus de choses sur eux-mêmes, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Où cela mènera-t-il si on exploite toutes les possibilités techniques liées à ces données ? À une situation où l'individu portera constamment un numéro sur le front. Tout le monde saura le localiser à chaque instant, saura ce qu'il pense et ce qu'il dit à telle ou telle personne. Cette perspective est terrifiante. C'est pourquoi il est devenu plus urgent que jamais de se pencher sur la protection des données et de la sphère privée. Pouvons-nous disposer encore librement de nos données personnelles à l'ère du numérique ? Nous sommes des millions chaque jour à faire confiance à des entreprises que nous ne connaissons pas vraiment et à accepter leurs termes, leurs conditions et leur manière de traiter nos données personnelles sans avoir la moindre idée de ce que nous acceptons et quelles lois les gouvernent. Le désir de commander tel truc, réserver tel vol, mettre à jour tel browser ou s'inscrire à tel service est bien plus fort que lire les conditions d'usage. C'est logique en même temps. La vie est bien trop courte pour s'encombrer de ce genre de détails. De toute façon, ces données sont sûrement entre de bonnes mains, gouvernées par des lois responsables, non ? Eh bien en fait, pas vraiment. Et voici pourquoi. Les données personnelles sont une version de vous-même. Ce sont vos habitudes d'achat, votre état de santé, vos photos perso, où vous êtes allé et ce que vous avez fait aujourd'hui. Les vidéos que vous avez regardées, y compris celle-ci, et ce que vous avez acheté et dit. Sans des lois adéquates, il n'y a pas grand-chose à faire pour vous protéger d'une mauvaise utilisation de vos données, rendues vulnérables à des vols et stockées dans des endroits où vous ne voudriez vraiment pas qu'elles soient. De grandes entreprises souhaitant tirer un maximum de profit des informations nous concernant ont mis au point un petit stratagème. Par exemple, si vous êtes un utilisateur allemand de Facebook, vous avez signé un accord avec une entreprise irlandaise. En effet, les opérations non américaines de Facebook sont intégralement en Irlande. Et comme l'Irlande fait partie de l'Union européenne, tous les utilisateurs en Europe sont liés par les lois irlandaises sur la protection des données. La diversité des lois au sein de l'Union a donné beaucoup de liberté aux entreprises, qui traitent les lois de protection de données un peu comme une boîte de chocolat. Elles ont tendance à choisir celle qui les arrange. Et c'est pour cette raison que, trop souvent, vous perdez le contrôle de vos données, sans même le savoir. Celles-ci se retrouvent dans des endroits où vous ne voudriez pas qu'elles soient, à cause de lois incomplètes et dépassées. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que quelque chose a été fait. Le Parlement européen a fait approuver une nouvelle loi, le règlement européen GDPR. Viviane Reding est l'ancienne commissaire européenne à la justice, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté. C'est elle qui a mené la proposition de réforme de la législation sur la protection des données personnelles qui a abouti à ce nouveau règlement. The citizens are very worried. 72% of European citizens are concerned that their personal data may be misused. Our reform will assure a high protection to the individuals. A single set of European rules on data protection, fit for the digital age, valid everywhere across the European Union, on the basis that the personal data belongs to the person. Il n'y a pas d'économie numérique sans confiance. Dans l'intérêt des responsables politiques qui veulent faire avancer notre économie et des industriels qui veulent profiter des données personnelles des individus, il faut établir des règles claires afin que les citoyens n'aient pas peur de communiquer leurs données. C'est important car dans notre monde numérique,
aucun service ne peut fonctionner sans données. Elles sont indispensables. On assimile souvent les données personnelles au pétrole dans l'économie actuelle. Eh bien, pour rester dans ce type d'analogie, on pourrait poursuivre en disant que si les données étaient du pétrole, alors la protection des données serait la protection de l'environnement. Toutes les organisations actives sur le marché européen vont désormais devoir se plier aux mêmes règles. Ce règlement concerne l'économie dans son ensemble, pas seulement les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les sociétés de sécurité, les publicitaires ou tout ce qui touche à l'informatique, mais aussi la finance, le commerce, les transports, etc. Il s'agit de la façon dont chaque entreprise collecte et exploite les données personnelles. Nous sommes donc tous concernés, vous, votre médecin, tout le monde. GDPR, c'est un règlement européen. On est donc dans le contexte législatif. C'est un texte de loi qui s'applique dans tous les pays membres de l'Union européenne. Dans la hiérarchie juridique, en Europe, les règlements européens se situent au-dessus des lois nationales. L'objectif de GDPR, c'est avant tout de redonner aux Européens le contrôle de leurs données personnelles. Pour faire un bref rappel chronologique, le document de base législatif est publié par la Commission européenne en 2012. À l'époque, il y a une forte opposition des lobbies. Mais le scandale des révélations Snowden en 2013 donne l'avantage aux partisans de la réforme. Après de longues négociations, le texte est adopté par le Parlement européen en 2014, puis par le Conseil européen en 2015. L'adoption définitive a lieu en 2016 et un délai de 2 ans est accordé aux entreprises pour se mettre en conformité avec ce nouveau règlement, qui entre donc en application le 25 mai 2018. À partir de cette date, tout le monde est supposé s'être mis en conformité et peut faire l'objet de poursuites ou de sanctions. Quel est le périmètre d'application du règlement ? Quelles sont les entreprises ou organisations concernées ? Ce sont d'une part toutes les organisations européennes, qu'elles soient publiques ou privées. Mais ce sont aussi toutes les organisations qui ont une activité en Europe. Par exemple, des entreprises qui traitent les données personnelles de personnes résidentes en Europe, même si ces entreprises ne sont pas nécessairement européennes. Dans GDPR, l'objet, c'est d'une part le traitement des données à caractère personnel et d'autre part la circulation de ces données. De quelle manière elles sont transférées, vers quelle destination, etc. Quand on parle de traitement de données, dans la définition GDPR, ça s'étend à beaucoup de choses. Un traitement, c'est une opération ou un ensemble d'opérations portant sur des données, quel que soit le procédé utilisé. Un traitement n'est pas nécessairement informatisé ou automatisé. Collecter des données, c'est un traitement. Organiser, conserver ou modifier des données, c'est un traitement. Extraire, consulter ou utiliser des données, c'est un traitement. Communiquer, diffuser ou mettre à disposition des données, idem. Rapprocher, interconnecter des données, là encore, c'est un traitement. Même le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données sont considérés comme des traitements. Il est important de préciser que cette loi ne s'applique pas qu'aux nouveaux traitements, autrement dit les traitements conçus ou déployés après mai 2018, mais qu'elle s'applique aussi aux traitements déjà existants avant cette date. De manière générale, GDPR vise à défendre le droit fondamental à la protection des données personnelles.
Il faut savoir que c'est en effet un droit qui est présent dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. GDPR rend la protection des données personnelles en Europe plus forte, plus complète et plus homogène. C'est une consolidation et une amélioration. On va maintenant s'intéresser un peu à ce concept de données personnelles. Alors attention, on n'est pas dans le domaine technique avec une définition extrêmement précise. On est dans le domaine juridique avec une définition qui est amenée à être ensuite interprétée par des juristes. Quand on commence à s'intéresser au concept de données personnelles, on se rend compte que les données personnelles, c'est beaucoup plus de données que ce qu'on imagine instinctivement. On désigne très souvent ces données sous l'acronyme PII, qui signifie Personally Identifiable Information. En effet, le concept de données personnelles est très lié à la notion d'identification. Certains vous diront, on supprime les noms et ça devient des données anonymes. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Dans une salle de classe, si je dis « le garçon avec les cheveux noirs bouclés et le pantalon bleu, dehors », tout le monde sait qui c'est. Ce genre d'identification est précieuse pour les fournisseurs de services liés à l'Internet. Ils sont capables d'utiliser les attributs spécifiques à chaque internaute pour l'amener à un certain comportement. C'est de la publicité efficace. Ils disent « on ignore qui c'est anonyme ». Faux, il s'agit bel et bien de données personnelles. Qu'est-ce qui définit une donnée personnelle dans le cadre de GDPR ? On a une définition directement dans le règlement. Toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable. On parle donc ici d'informations qui vont permettre une identification directe. Par exemple, le numéro de sécurité sociale d'un individu, c'est une identification directe. Avec cette information, on est capable d'identifier la personne immédiatement. Mais il y a aussi le concept d'identification indirecte. Et là, on pourrait par exemple dire quelque chose comme « la fille est rousse qui travaille à l'accueil ». Et c'est une identification indirecte qui va permettre de pointer sur une personne spécifique. Ce sont donc ces deux aspects-là qui sont pris en compte. L'identification directe, celle qui est relativement instinctive, on n'a pas trop de problèmes pour se la représenter. Et puis l'identification indirecte, celle à laquelle on pense beaucoup moins et qui est pourtant très utilisée dans les traitements de données personnelles. Toujours dans la définition du règlement, on trouve aussi ça. Une personne physique identifiable peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou par un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité. Physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturel ou social. Ça fait donc pas mal de possibilités. Alors quelques points à souligner dans cette définition des données personnelles. D'abord, il est écrit « toute information ». Autrement dit, l'information peut être objective ou subjective. Elle peut être vraie ou fausse. En ce qui concerne le terme « numéro d'identification », vu dans la définition précédente, correspond à un numéro d'identification, par exemple, une adresse IP, les données contenues dans un cookie, le numéro de série de votre appareil mobile, laptop ou téléphone portable. Ça, ce sont potentiellement des numéros d'identification dans GDPR. Il y a aussi un autre point important, c'est que les formats ne se limitent pas uniquement à des données numériques, comme par exemple des fichiers ou des enregistrements de bases de données.
En fait, tous les formats sont concernés, y compris le format papier, par exemple. Et puis, il y a d'autres formats auxquels on ne pense pas forcément tout de suite. Si on prend l'exemple d'un support en ligne qui prend les instructions des utilisateurs par téléphone, ces instructions vocales sont enregistrées et donc, dans le cadre de GDPR, ces enregistrements audio de la voix de la personne, ce sont des données personnelles. Autre exemple, des images de vidéosurveillance avec une définition suffisante pour pouvoir reconnaître une personne, ça aussi c'est une donnée personnelle. Imaginons le contexte d'une procédure de divorce, avec une analyse psychologique qui va être faite sur l'enfant du couple, en lui demandant par exemple de faire un dessin de ses parents. Et donc le dessin va donner des informations au psychologue, voir un petit peu quel est son rapport avec son père, sa mère, peut-être ses frères et sœurs. Et bien ce dessin, en tant que tel, est considéré comme une donnée personnelle parce qu'il va potentiellement donner des informations sur l'état psychologique de l'enfant, mais aussi sur les proches, par exemple les parents de l'enfant, sur ses rapports avec eux. Donc ce dessin peut aussi être considéré comme une donnée personnelle sur les parents, et pas seulement l'enfant. Comme vous le voyez, les possibilités sont vraiment nombreuses. Il faut ajouter à ça que GDPR et l'Union européenne définissent aussi des données dites sensibles. Ces données personnelles-là doivent faire l'objet de la même protection, bien sûr, que les autres données personnelles. Mais il y a des contraintes supplémentaires. Ces catégories de données personnelles doivent faire l'objet d'une analyse de risque. Et ici, on parle de risque pour la personne concernée, pas pour l'organisation. À vrai dire, dans de nombreux cas, les traitements sur des données sensibles sont purement et simplement interdits. On a donc tout intérêt à consulter l'autorité locale, par exemple en France la CNIL, avant de faire quoi que ce soit. Attention, les traitements sur des données sensibles font l'objet de sanctions plus lourdes en cas de manquement, sanctions pouvant notamment aboutir à une interdiction pure et simple de continuer de traiter ce type de données pour l'organisation fautive. Ça peut avoir des conséquences catastrophiques pour l'organisation qui est sanctionnée. Prenons un exemple. Les données de santé sont des données sensibles. Beaucoup d'assureurs travaillent avec des données de santé. Un assureur qui prendrait une sanction pour une non-conformité majeure sur sa gestion des données personnelles de santé pourrait se voir interdire de continuer de travailler avec des données de santé, ce qui mettrait en péril son activité. Les données personnelles qui rentrent dans cette catégorie sont les suivantes. Les données ethniques et raciales, les opinions politiques et religieuses, l'appartenance à un syndicat, les données concernant la santé, les données génétiques et biométriques, les données concernant la vie sexuelle, les antécédents criminels, le casier judiciaire par exemple. On a vu quel était le périmètre d'application du règlement. Dans le prochain épisode, on va voir quelles sont les principales dispositions de GDPR.